Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Cyril Anon, je suis animateur filière pommes de terre chez Arvalis et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire où on va vous présenter l'évaluation multicritère de combinaison de levier pour la protection de la pomme de terre. On vous présente régulièrement des résultats, on va dire, techniques de nos essais et vous verrez que là, on va prendre un autre angle pour ces présentations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit coup de pub pour nos collègues allemands qui organisent, on l'espère cette année, Potato Europe les 7 et 8 septembre près d'Hanovre, après 2 éditions malheureusement en 2020 et 2021 qui ont été annulées pour cause de Covid. On espère que cette édition aura lieu et on vous invite tous à faire un petit peu de kilomètres certes, mais à découvrir cet événement. Donc, ce webinaire va s'intéresser, comme je vous le disais, à une présentation et une évaluation multicritère de combinaison de leviers pour la protection de la pomme de terre. Et en fait, ce webinaire va surtout se baser sur un projet qui a été mis en place il y a quelques années, en 2019-2020. Et dans le cadre de ce webinaire, on va avoir une bonne partie de l'équipe qui va intervenir, des personnes qui sont présentes sur 2 sites. Donc moi-même pour animer ce webinaire, mon collègue Michel Martin qui est présent à Étremont, qui interviendra plutôt sur la partie défanage. Cécile Roch, mais je la laisserai se présenter, spécialiste des herbages. Coraline De Sienne, qui va animer aussi une bonne partie de ce webinaire, et Denis Gaucher. Et puis 2 personnes qui sont dans l'ombre aujourd'hui, mais qui nous aident à répondre aux questions et à produire cet événement, mes collègues Anaïs Tourcel et François Guigonis. Donc voilà, on peut passer cette diapo. Donc ce webinaire se base essentiellement sur un projet qui s'appelle le projet Compote, qui a été financé par le CASDAR EMO de France Agrimaire, donc expérimentation méthodes et outils. Et ce projet a été mis en place en partenariat avec la Fredon Hauts-de-France et financé par le ministère de l'Agriculture et France Agrimaire. L'idée de ce projet était d'évaluer techniquement, économiquement et environnementalement parlant des leviers qui pourraient être mis en place pour une gestion, on va dire, alternative, une combinaison de leviers dans la protection du mildiou, contre le mildiou, le désherbage ou encore le défanage. Donc pour ce faire, pour répondre à l'ensemble de ce projet, des expérimentations ont été mises en place. Et à la suite de ces expérimentations qui ont été mises en place par Arvalis, mais aussi par la Fredon Hauts-de-France, on a simulé avec un outil d'évaluation multicritère dont on va vous présenter les enjeux dans les slides à venir, pour juger de la performance globale de tous ces leviers. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas non seulement aux résultats techniques au champ de la combinaison de leviers, mais on va plus loin pour voir l'impact que cette combinaison de leviers a sur le système et sur l'exploitation en tant que telle. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Coraline et je la laisse se présenter pour la suite de ce webinaire. Écoutez, bon webinaire à tous. Oui, bonjour à tous. Je suis Coraline Dessienne d'Arvalis. Donc, je travaille au sein du pôle système de culture innovant et durabilité. Et je travaille sur la thématique de l'évaluation multicritère. Donc, je vais vous présenter l'essentiel des résultats de l'évaluation que nous avons réalisé pour ce projet Compote. Et donc, j'ai un petit problème technique pour faire défiler les diapositives pour vous illustrer un peu ce que j'ai à vous présenter. Est-ce que éventuellement tu peux redemander le contrôle, on ne sait jamais. Oui. Ou cliquer sur la diapo et voilà. Alors, je recommence et nous allons pouvoir démarrer. Voilà. Oui, c'est bon, super. Donc, voilà, je reprends le fil de ma présentation. Cette action d'évaluation multicritère venait en fin du projet, après que des essais au champ, des études techniques aient été menées sur différents critères. On a voulu venir évaluer de façon un peu plus globale ces différentes solutions. Et donc, on a réalisé une évaluation multicritère pour regarder des aspects techniques, économiques et environnementaux
pour juger de leur faisabilité et de leur acceptabilité, qui sont des conditions clés pour que ces solutions soient mises en œuvre par les agriculteurs. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait plus concrètement? Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes mis autour de la table avec les différents collègues qui avaient suivi les actions de protection contre le mildiou, désherbage et défanage pour regarder quel levier avait été apparu comme efficace lors des essais au champ. Donc, nous avons fait ce tri en regardant les leviers, en sélectionnant les leviers que nous voulions étudier, et nous les avons intégrés à un itinéraire type pomme de terre. Cette intégration à un itinéraire type pomme de terre, nous l'avons fait grâce à un outil Cister que je présenterai juste après. Et de même, nous avons mobilisé dans cet outil une ferme type, un itinéraire type pomme de terre qui était déjà saisi. Et donc, voilà, dans cet outil, nous avons intégré tout un tas de petits changements d'itinéraire technique, de prix d'intrants, de prix de vente, etc. Et donc, cet outil permet de calculer un certain nombre d'indicateurs qui nous a permis de faire un comparatif entre la pratique de référence et ces nouvelles pratiques qui intégraient les leviers étudiés pour faire une synthèse de l'impact de ces changements de pratique. Quelques mots sur l'outil Cister que nous avons utilisé pour calculer les différents indicateurs. Donc, c'est un outil qui a été initié par Arvalis et qui est à présent géré en pluri-institut avec Teinovia, l'ITB et l'ACTA. Et donc, c'est un outil d'évaluation de la multiperformance et de la durabilité des systèmes de culture. Donc, on évalue essentiellement des systèmes de grande culture et polyculture élevage, mais également possible de le faire sur des productions légumières et fruitières. Et donc, cet outil, dans l'interface principale, on y saisit tout le descriptif de notre exploitation. Ça passe par le parc matériel, les opérations culturales, la main-d'œuvre, le parcellaire de l'exploitation, les itinéraires techniques sur chaque parcelle, les prix d'approvisionnement et les prix de vente. L'outil fait aussi appel à des différentes bases de données, notamment sur les produits phyto, les caractéristiques du parc matériel, etc., pour ensuite calculer une bonne vingtaine d'indicateurs agronomiques, techniques, économiques et environnementaux. Indicateurs qui peuvent être exportés et dont nous pouvons traiter les données ensuite pour faire des synthèses telles que je vais vous présenter ensuite. Et donc, dans cet outil, il y a des exploitations qui peuvent être saisies, qui sont déjà saisies dans l'outil, et c'est ce que nous avons mobilisé. Nous avons mobilisé la ferme type Limon Nord France. Donc, cette ferme type, c'est une exploitation fictive mais réelle, qui est basée sur des données du recensement agricole et du service de statistiques et prospectives, qui représente la région donc, du Santerre. Donc, tel que c'est saisi dans notre outil, c'est une exploitation de 229 hectares en terre limoneuse, avec un peu plus avec deux employés, plus un peu de main-d'œuvre ponctuelle, où on a un assolement qui est bien défini, donc avec une grosse partie de blé, de la betterave, un peu de pommes de terre et du colza et de l'orge de printemps et d'hiver. Et donc, nous avons travaillé sur une parcelle de pommes de terre qui venait s'insérer dans une rotation pommes de terre, blé, betterave, blé. Et donc, nous sommes focalisés sur la parcelle de pommes de terre, où nous avons pris l'itinéraire technique qui était saisi dans cette exploitation et qui est un itinéraire qui est censé être représentatif des pratiques de ce secteur, des pratiques qui tendraient à être plutôt performantes. Et donc, l'itinéraire technique que nous avons utilisé comme base de départ est le suivant. Donc, là, je ne vous l'affiche pas pour que vous ayez le temps de regarder tout le détail de l'itinéraire technique. C'est juste pour montrer que c'est saisi de façon très concrète dans l'outil avec une date, une opération culturelle et en face le matériel agricole qui est utilisé. Lorsqu'il y a des intrants qui sont utilisés, il y a bien les doses, les prix de ces intrants qui sont précisés.
Donc là, dans l'itinéraire de base que nous avons pris comme référence, donc on avait une plantation de pommes de terre à la mi-avril, donc la variété Binch. La pratique de désherbage donc, était une prélevée qui combinait les produits défi Challenge 600 et Sancoral SC. Il y avait 13 fongicides qui étaient appliqués du 20 mai à la début août, qui combinaient différents produits et matières actives. Il y avait de l'irrigation sur cette parcelle. Et sur la pratique de défanage, donc il y avait un passage de broyeur de fan, puis une application chimique, donc avec du spotlight appliqué à 1 litre par hectare. Et ce défanage qui était réalisé 1 mois avant la récolte, qui avait lieu à la mi-septembre. Et donc, on est parti de cet itinéraire technique de base auquel nous avons fait des changements selon les leviers étudiés pour le mildiou. Pour les leviers qui portaient sur le mildiou, on a pu supprimer certaines interventions fongicides. Et donc, le calcul d'indicateurs permet de voir les impacts économiques et de temps de travail que cela engendre. Donc, nous en arrivons justement à notre première partie, notre première action qui portait sur la protection contre le mildiou. Donc, je vais donner la parole à Denis qui va vous présenter les leviers qui ont été étudiés dans le projet et ceux que nous avons travaillés ensuite. Oui, merci Coraline, bonjour à tous. Denis Gouchet, responsable maladie de la pomme de terre à Arvalis, basé à Boigneville. Oui, alors dans ce projet Compote qui s'est réalisé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, entre 2019 et 2020, l'idée principale était d'arriver par rapport à cette pratique de référence moyenne à 13 fongicides nécessaires contre le mildiou, d'arriver à insérer dans la protection un certain nombre de leviers, donc 3 leviers supplémentaires d'action en plus du fongicide conventionnel, de manière à faire baisser cette utilisation, cette dépendance au fongicide conventionnel de la pomme de terre dans la protection contre le mildiou. Alors, ces 3 leviers, vous les avez en dessous, on va y revenir après en détail. Donc, il s'agit de l'outil d'aide à la décision Mileos, il s'agit d'une variété tolérante au mildiou, donc avec une note de 6 au lieu de la note de 3 pour la variété Binch qui est dans la référence, et puis d'un produit de biocontrôle qui est maintenant homologué donc à base de phosphonate de potassium, donc le Pygmalion, de manière à réduire aussi les IFT. La dernière partie concerne donc la combinaison de tous ces leviers. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les résultats techniques qui sont ressortis de ce projet en 2019 et 2020, à la fois sur nos essais à Arvalis, principalement à Villers-Saint-Christophe, mais aussi des essais de la Fredon à Auchy-les-Mines, qui appliquait le même protocole. Donc ces essais ont été mis en place en 2019 et 2020. C'est important de le rappeler parce qu'il s'agissait de 2 années relativement faciles vis-à-vis de la protection mildiou, puisque 2 années sèches, chaudes, voire très sèches pour l'année 2020. C'est important à rappeler parce que les résultats qui en découlent sont liés à cette particularité des 2 années du projet. Aujourd'hui, je ne vais pas vous représenter les résultats techniques puisque ces résultats, vous les avez déjà vus. Vous les avez vus à Amiens en 2019, en novembre, présentés à la fois par Lucien Cullier de la Fredon et moi-même, et puis en 2020, en webinaire, en novembre, présenté à nouveau, là c'était uniquement par moi-même, sur cette année 2020. Globalement, les résultats sont les suivants. On a vu que sur ces 2 années, l'utilisation de l'OAD Mileos permettait, quelle que soit la variété, de gagner 40 à 50% des IFT, d'économiser 40 à 50% des IFT. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le biocontrôle, à raison de 3 traitements dans la campagne, et d'accompagner
Elle permettait d'accompagner une baisse de dose, donc une baisse d'IFT de l'ordre de 7 à 10%, suivant la variété. Et puis que la résistance variétale permettait d'apporter aussi, à la fois par une suppression de certains traitements, mais aussi par l'ajustement de l'IFT conventionnel complémentaire, de baisser de 40 voire 50% à nouveau les IFT pour une variété intermédiaire. Donc pour un résultat global d'une baisse de moins 50% d'IFT ces 2 années-là sur une variété sensible, jusqu'à moins 90 ou un peu plus, moins 90% des IFT sur la variété Magnum, qui était une variété intermédiaire. Alors, je ne vais pas en dire plus sur ces résultats, c'était juste pour vous les rappeler. Si vous y référez, ils ont été publiés dans les Choisir et décider 2020 et 2021. Et une synthèse, je présenterai une synthèse qui a été écrite avec la Fredon Hauts-de-France lors de la conférence COMAPI à Lille 8 et 9 mars 2022. Donc COMAPI, la conférence sur les moyens alternatifs pour une protection intégrée des cultures, et donc j'aurai le plaisir de présenter une synthèse de ces 2 années d'essai réalisé avec la Fredon. Voilà. Alors, revenons maintenant un tout petit peu rapidement au levier et aux hypothèses qui ont été faites dans ce que va vous présenter tout à l'heure, tout de suite, Coraline. Donc, la pratique de référence, donc c'est une variété Binch, 13 fongicides, entre le 20 mai et le 8 août. Voilà, une pratique assez classique que l'on peut retrouver d'une année sur l'autre. Donc, ensuite, nous avons prévu l'utilisation de l'oie d'Emileos, donc là pour suivre le risque et ajuster les préconisations fongicides en fonction du risque. Ce levier a été intégré dans l'outil Cister par des coûts, à la fois des coûts d'abonnement et des coûts de données météo, pour environ, à l'exploitation cette fois, 480 € de coûts à la fois d'abonnement et de coûts de données météo, soit par l'achat d'une station météo, soit par l'achat de données météo ou d'abonnement à un réseau de stations existants. Cette pratique a permis de réduire de 13 à 4 fongicides. On voit, effectivement, il s'agissait d'années très faciles vis-à-vis du milieu sur Binch, et donc des gains assez importants. Ensuite, sur le deuxième levier que l'on a ajouté dans cette combinaison, donc la plantation d'une variété résistante au milieu, donc là il s'agit de la variété Magnum, qui a une tolérance relativement bonne pour une variété intermédiaire, et donc sur laquelle on va pouvoir à la fois retirer des traitements à l'aide de l'outil Mileos avec des seuils adaptés, et ajuster la dose de fongicide apportée, donc réduire les IFT complémentaires. Cela nous amène pour cette variété à 2 fongicides seulement apportés avec des doses réduites, donc à 2 fongicides, pardon. Avec des doses réduites, non là c'est pour la combinaison, non à 11 fongicides, parce que quand on n'est pas en combinaison, il est vrai qu'aujourd'hui, la pratique sur ce type de variété n'est pas extrêmement différente par les agriculteurs encore aujourd'hui de la pratique sur une variété sensible, donc on passe de 13 à 11 fongicides. Par contre, on a tenu compte du coût du plan qui était supérieur, voilà, puisqu'il y a plus de plants en quantité et en coût par kilo de plan. Et on a tenu compte aussi de la meilleure valorisation de la récolte, puisqu'il y a un prix de vente de la récolte un petit peu supérieur à ce que pourrait l'être avec Binch. Voilà. Au niveau du biocontrôle, donc on a ajouté, donc on peut dire son nom maintenant qu'il est homologué du Pygmalion, à raison de 2 litres par hectare sur 3 traitements, ce qui permet non pas de réduire le nombre de fongicides, mais de réduire l'IFT par la réduction de dose, y compris sur la variété sensible de référence, avec une demi-dose. Donc, et le prix qui a été pris à l'époque de la simulation était de 8 €
50 par litre de Pygmalion. Il est vrai qu'aujourd'hui, le prix est un petit peu différent, mais les simulations ayant été faites il y a à peu près 1 an ou 6 mois, nous ne connaissions pas le prix définitif du produit, donc nous n'avions que des estimations. Et puis pour terminer, donc quand on combine tous ces leviers, eh bien on a sur la variété Magnum, donc seulement 2 fongicides réalisés en combinaison avec du phosphonate, donc à dose réduite. Et donc c'est là où on maximise à la fois toutes les réductions d'IFT et on tient compte de tous les coûts associés à ces nouveaux leviers et aux gains associés à ces nouveaux leviers éventuellement. Voilà. Tous les autres paramètres de l'itinéraire technique sont identiques. Voilà. Donc j'en ai terminé. Je vais repasser la parole à Coraline pour vous présenter les résultats de l'analyse multicritère. Oui, Denis, je te remercie pour cette présentation des leviers. Je vais reprendre la main pour présenter les résultats des différents indicateurs qu'on a retenu de présenter aujourd'hui. Durant le projet, on avait plus de temps, plus d'espace pour regarder plus de données. Là, je vais vous présenter 5 ou 6 indicateurs différents. Donc les résultats, les graphiques que j'ai affichés seront toujours sous la même forme. On aura l'indicateur, l'intitulé de l'indicateur qui sera là en ordonnée. Et après, en abscisse, on a toujours la référence. Et après, sur les autres barres, les différents leviers étudiés pour la thématique sur laquelle on est. Avec en haut donc la valeur totale de l'indicateur. Et dans un petit encadré gris, il y a l'évolution entre la pratique de référence et le levier étudié. Donc voilà pour la présentation des données qu'on va vous restituer. Donc là, on est au premier indicateur qui est le temps de traction. Donc c'est le temps de traction sur la parcelle de pommes de terre. Donc c'est le temps d'activité mécanisée sur la parcelle. C'est le temps de travail uniquement à la parcelle. On ne prend pas en compte le temps de trajet entre l'exploitation et la parcelle ou le temps de préparation du matériel qui peut être réalisé sur l'exploitation. Pour ce temps de traction, donc on voit que le temps de traction de la pratique de référence est de 12,2 heures par hectare. Pour nos différents scénarios qui portent sur le mildiou, le temps a tendance à diminuer plutôt faiblement. Donc c'est assez logique. Pour les différents scénarios, on a tendance à réduire plus ou moins le nombre d'interventions fongicides, donc on diminue légèrement le temps de travail. Malgré tout, les interventions fongicides sont des interventions plutôt rapides. Le débit de chantier est de l'ordre de 15-16 hectares par heure. Donc le temps de travail est diminué, mais moins nettement que si on avait touché à des interventions comme le labour, la plantation, la récolte. Donc voilà, la réduction du nombre d'interventions fongicides permet de diminuer légèrement le temps de travail de traction. Si on regarde les IFT, donc Denis nous a déjà donné dans sa présentation quelques données là-dessus. Donc là, on a regardé à la fois les IFT conventionnels et biocontrôle. Donc, on avait un IFT qui avait la valeur de 16,4 dans notre référence. Sur notre premier scénario avec l'utilisation d'un OAD, il diminue nettement. Donc, on est passé d'une intervention avec 13 passages fongicides à 4 passages fongicides. Donc, on voit bien que c'est le poste fongicide qui est en rouge qui est le plus diminué. J'aurais pu commencer par là. On voit qu'on n'a pas touché au poste traitement de semences, herbicides ou défanants qui ont des valeurs identiques pour tous les scénarios. Donc ensuite, on voit que pour les autres scénarios avec plantation d'une variété résistante, utilisation d'un produit de biocontrôle, on diminue l'IFT conventionnel pour la partie fongicide de façon un peu moindre que pour le scénario OAD et combinaison de levier.
Mais lorsque l'on utilise un produit de biocontrôle, on a donc, qui apparaît en bleu, un IFT fongicide biocontrôle, donc qui a la valeur de 3 là, dans ce cas-là. Et donc c'est finalement notre dernier levier, notre dernier scénario avec la combinaison des leviers qui permet de réduire le plus l'IFT. Donc là, on est sur une réduction de plus de 70% de l'IFT, où il nous reste un IFT fongicide de 1. Donc on a 2 applications fongicides à demi-dose combinées avec l'application de phosphonate de potassium. Et donc juste après, on en arrive à regarder les charges en intrants. Donc ce sont essentiellement les charges en intrants de phytosanitaires. Donc on a les charges herbicides qui sont donc inchangées, les charges en semences qui se trouvent augmentées lorsqu'on a utilisé une variété différente, donc la variété Magnum plutôt que Binch dans le scénario, donc avec changement de variété et lorsqu'on combine tous les leviers. Et ensuite l'autre poste d'intrants qui varie, donc c'est pour la partie fongicide. On a une diminution du coût en fongicide proportionnelle au nombre d'applications qui sont maintenues. Et donc, une toute petite barre bleue qui apparaît pour rappeler qu'on a bien pris en compte le coût de l'OAD Mileos qui était utilisé dans certains des scénarios. Donc, voilà, notre premier scénario est le scénario où les leviers étaient combinés. Et donc, ce qui permet une diminution ou un maintien des charges pour la plupart des scénarios et une augmentation des charges liées au changement de variété, donc dans ce scénario où la variété Magnum est utilisée. Donc, pour continuer sur les indicateurs économiques, on a regardé la marge nette avec aide. Donc, la marge nette avec aide, c'est finalement le reste à vivre sur la culture de pommes de terre. Lorsqu'on a retiré au chiffre d'affaires toutes les charges en intrants, en mécanisation, irrigation, les charges salariales, les charges diverses, la MSA et le fermage, c'est la valeur qui reste sur la culture de la pomme de terre. Donc qui est exprimée en hectares par an. Globalement, la marge progresse pour la plupart de nos scénarios ou se maintient à peu près. Donc, on a les charges, nous avons vu précédemment que pour la plupart des scénarios, les charges en intrants ont été réduites par une moindre utilisation d'intrants ou un changement d'intrants. Et les charges de mécanisation n'ont globalement pas évolué. Donc, ça aboutit à une augmentation de la plupart des marges. Et le dernier indicateur que nous avons regardé était l'indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre, pour avoir une vue sur les impacts environnementaux de nos changements de pratiques. Donc dans cet indicateur, on comptabilise à la fois les émissions qui ont lieu au champ, donc liées à l'application d'engrais azotés, donc la dénitrification et la combustion de carburants fossiles pour le fonctionnement des machines au champ. Et il y a aussi les émissions indirectes liées à la fabrication et au transport de tous les intrants phytosanitaires, semences, engrais et le matériel agricole également. Donc là, on voit de façon assez globale que la variation d'émissions de gaz à effet de serre est relativement faible selon les scénarios que nous regardons là. Une des premières choses que je peux vous dire, c'est que c'était assez prévisible. La fertilisation est le poste qui pèse le plus dans les émissions de gaz à effet de serre des cultures. La combustion de carburant vient en deuxième poste, puis la production des semences et des produits phyto viennent ensuite et de façon vraiment bien moindre. Donc là, dans nos scénarios, finalement, on a joué sur ce qui a varié, c'est la consommation de carburant et le niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc ça se répercute assez peu sur nos résultats sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour synthétiser et clarifier ce que je vous ai présenté précédemment, j'ai fait une synthèse un peu
un peu visuel des différents indicateurs qu'on a regardés pour les différents leviers. Donc, tous les leviers qui ont été étudiés pour cette partie lutte contre le mildiou aboutissent à un maintien, voire une réduction du temps de travail, une réduction en général notable, ou au moins visible, des IFT, des charges en intrants qui se maintiennent dans l'ensemble et une marge nette qui a globalement tendance à progresser pour la plupart des leviers. Cela est le plus marqué lorsqu'on combine les 3 leviers, c'est là qu'on a les progrès les plus notables à la fois sur la partie IFT et sur la marge nette, donc qui augmente de façon nette. Donc, nous avons terminé la présentation des leviers sur le mildiou. On en arrive à la partie désherbage. Donc, je vais passer la parole à présent à Cécile qui va présenter les leviers que l'on regarde. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Cécile Roch, j'ai rejoint Arvalis en septembre 2020 au service de protection intégrée des cultures et je suis responsable des essais désherbage en pommes de terre. Alors, il faut savoir que le poste désherbage est le second poste le plus important en matière d'IFT dans l'itinéraire total de la culture de la pomme de terre et que en plus de chercher à réduire du coup l'utilisation des herbicides avec la réévaluation des matières actives existantes et également le manque d'homologation de nouvelles matières actives, on a besoin en fait de rechercher de nouveaux leviers pour pouvoir désherber de façon efficace la pomme de terre. Alors, comme présenté par Denis, ici, on va comparer une pratique historique à 3 autres pratiques qui ont été évaluées par Cister. La pratique historique est une prélevée seule, donc avec l'association de 3 matières actives pour avoir un large spectre en fait d'efficacité pour la gestion des adventices en pommes de terre. Donc la pratique historique regroupe la clonifène, le prosulfocarbe et la métribuzine. Et on va comparer cette pratique historique à 3 autres pratiques. La première où on a repris une prélevée chimique seule, mais où on a remplacé la métribuzine, dont le retrait est envisagé là, cette année, en juillet 2022. On l'a remplacée par la clomazone. La seconde pratique évaluée est un désherbage 100% chimique où, à la prélevée que je viens de vous présenter, on a ajouté une post-levée, donc toujours chimique, avec un passage de rémuron combiné à son huile. Donc, il faut savoir qu'en pomme de terre, on part sur une stratégie de prélever, mais qu'en cas d'échec ou en cas d'impossibilité de prélever à cause des conditions climatiques, comme ça a pu être le cas l'année dernière notamment, une post-levée peut être envisagée. Et donc, c'est ce qui a été fait dans cette deuxième pratique évaluée par Cister. La dernière consiste en un désherbage mixte, c'est-à-dire de combiner une pulvérisation localisée sur le rang en prélevé, avec l'association qui est identique aux 2 précédentes. Donc là, on ne pulvérise que sur le rang, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100% de la surface qui est traitée, on a uniquement 30% de la surface qui est traitée. Et suite à cette prélevée chimique en localisé, on va avoir une post-levée mécanique, donc avec le passage de buteuse à disque dans l'interrang qui va permettre de venir en complément donc de traiter le rang de la pomme de terre en chimique en prélevé. On va venir désherber dans l'interrang. Donc ces 2 passages de buteuse ont été effectués à des stades de 5-10 cm de la pomme de terre pour le premier passage et 10-20 cm de levée de la pomme de terre pour le second passage. Comme l'a mentionné Denis, je ne vais pas m'étaler sur les résultats qui ont été présentés par Catherine Vacher, notamment lors du webinaire de 2020. Vous partagez juste que même si la prélevée, même si une stratégie chimique reste une solution, une valeur sûre, il existe d'autres solutions qui ont leurs avantages, notamment là, de réduire l'utilisation d'herbicides, mais également leurs contraintes. Et en ce qui concerne le mécanique, on va déjà avoir un temps d'apprentissage qui se reflète notamment par éviter en fait des pertes de rendement, en évitant de blesser les tubercules lors du passage des outils.
Et également, comme l'impose le chimique, des conditions climatiques aussi qui se prêtent au désherbage mécanique, où là, on va plutôt chercher un sol ressuyé qui va permettre en fait le travail des outils, d'extraire les adventices du sol, et derrière, on va chercher un sol sec de façon à sécher, en fait, éviter des repiquages et avoir un désherbage efficace. Je te laisse la parole, Coraline, pour continuer sur les critères que tu as évalués dans le cadre du désherbage. Oui, très bien. Je reprends la suite pour représenter toujours les mêmes indicateurs qui synthétisent la multiperformance de ces différents leviers. Donc, si on revient au temps de travail à la parcelle, au temps de fraction, donc la valeur de notre référence n'évolue pas, peu importe la thématique évaluée. Donc, on était à 12h02 de traction par hectare. Et donc, cette valeur est inchangée pour les deux scénarios qui restent en chimique, donc prélevé chimique seul et prélevé chimique plus post-levé. Donc, parce que dans le premier cas, on a substitué un produit par l'autre, donc il n'y a pas d'intervention supplémentaire. Et dans le second cas, la post-levée n'a pas constitué un traitement phytosanitaire supplémentaire, car ça a été réalisé en même temps qu'une application fongique. Avec le produit que c'était réalisé, c'était possible. Donc voilà, les deux ont été mutualisés. Le temps de travail, par contre, augmente nettement, donc plus 13% dans le scénario avec des désherbages mixtes. Donc cela vient du débit de chantier des désherbages, des deux désherbages mécaniques qui sont réalisés, donc qui sont moins élevés qu'une intervention fongicide et qui s'ajoutent à l'itinéraire technique qu'on avait déjà dans la référence. Donc on était sur un débit de chantier de l'ordre de 1,5 hectares par heure pour des interventions qui étaient réalisées en mai et juin. Donc c'est sur ces deux périodes que le temps de travail est allongé. Ensuite, si on regarde les IFT, donc on a toujours notre IFT traitement de semences qui est inchangé. De même, la partie fongicide est inchangée et le défanage reste constant. On a perdu Coraline. Je ne sais pas si mes collègues... Moi, je l'ai perdue. Moi, c'est pareil. Pareil. Bon, les aléas du direct. Les aléas du direct, je vais essayer de la joindre. Bon, j'attends 2 petites secondes, j'essaye de la joindre, je pense qu'elle va se reconnecter. Coraline, tu nous entends? Oui, je vous entends. Je vais couper ma caméra parce que je ne sais pas à quel point vous m'entendiez pendant la dernière minute. Donc, je pense que voilà, ça a coupé la dernière minute. Je pense qu'il faut que tu reprennes cette diapo-là. Oui, donc ce que j'avais commencé à dire, c'est que tous les postes traitement de semences, fongicides et défanants sont inchangés dans ces scénarios. Il y a uniquement donc une évolution de l'IFT sur la partie herbicide. Donc l'IFT qui augmente de 0,3 points lorsqu'on passe de la référence à la prélevée chimique. Le changement de produit de Sancoral SC vers le Centium induit une petite augmentation de l'IFT. Ensuite, lorsqu'on ajoute à ce changement de produit une application en post-levée, là on augmente de nouveau l'IFT, donc l'application de Rimuron en post-levée augmente de 0,5 points l'IFT. Et pour ce qui est du scénario avec un désherbage mixte, là dans ce cas, on diminue notre IFT herbicide. Comme le précisait bien Cécile, l'application en prélevé est réalisée de façon localisée. Donc voilà, on divise par 3 notre IFT, même un peu plus, et l'application, le désherbage de post-levé est réalisé de façon mécanisée, donc aucun impact sur le désherbage, sur l'IFT. Et donc on va regarder
comment cela se traduit, ce changement de pratique sur la partie intrant. Donc, de même que sur les IFT, toute la partie semences, fongicides, défanants est inchangée. Par contre, pour la partie fongicide, donc, on observe là de nouveau des changements. Le changement de produit utilisé induit une augmentation des coûts. Le produit, le Centium, est un peu plus cher à l'utilisation. Enfin, le coût du Centium est un peu supérieur au coût du sang choral qui était précédemment utilisé. Et dans le scénario, on a une post-levée chimique en plus de la pré-levée chimique. Donc, on a le coût du rémuron et de l'huile qui s'ajoute à cela, donc de l'ordre de 28 € par hectare. En revanche, dans notre scénario avec des herbages mixtes, donc bien qu'il y ait un changement de produit, vu que la dose appliquée est bien moindre, on a une réduction des charges en herbicides. Mais par contre, le changement de pratique lié au désherbage mixte se répercute sur les charges de mécanisation, là que je vous affiche à présent sur cette diapositive. Donc là, les charges de mécanisation dans le scénario avec des herbages mixtes se trouvent augmentées de près de 8% par rapport aux pratiques précédentes. Lié aux 2 passages de buteuse, les passages de buteuse étant de l'ordre de 50 € par hectare par passage. Et donc finalement, on en arrive à la marge pour synthétiser un peu ces évolutions de charges. Donc il n'y a pas de différence notable, moins de 1% de différence entre le scénario de référence et le scénario où on a modifié la prélevée chimique. Il y a une légère réduction dans le cas du scénario avec des herbages mixtes. Et de même, les charges sont légèrement réduites dans le... les charges sont légèrement réduites dans le cadre, dans le scénario avec des herbages mixtes. Bien que les charges de mécanisation augmentent, les charges en intrants ont été réduites et permettent ce gain léger de marge. Et donc, si on regarde pour terminer la partie émission de GES, donc, comme je l'expliquais précédemment, le changement ou l'ajout d'un passage l'ajout d'une application de produits phytosanitaires a un impact assez faible sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, nos 2 premiers scénarios avec des applications chimiques ne montrent pas d'évolution par rapport à la référence. Par contre, dans le scénario avec des herbages mixtes, on a renforcé la mécanisation dans l'itinéraire technique, ce qui implique plus de consommation de carburant et donc une hausse légère des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, finalement, la synthèse que l'on peut faire de tout ça, voilà, visuellement, ce que ça donne. Donc, finalement, les IFT ont augmenté pour les solutions chimiques liées à la substitution du produit. Mais ce changement de produit est lié à un changement réglementaire. Le passage vers un désherbage mixte qui combine le chimique et le mécanique permet de réduire les IFT, mais induit une augmentation des charges de mécanisation, ce qui dégrade très légèrement la marge nette. Et également les émissions de gaz à effet de serre, la performance environnementale. Donc, voilà. Nous en arrivons à la partie défanage à présent, où je vais donner la main à Michel pour qu'il nous apporte son expertise sur les différents leviers étudiés. Merci Coraline. Donc sur ce volet défanage, Michel Martin, je suis responsable du pôle stockage et valorisation des pommes de terre à Arvalis. Sur ce volet défanage, je vais vous présenter un petit peu les différentes méthodes complémentaires ou alternatives aux chimiques qui ont pu être étudiées au cours de ces dernières années. Et donc on viendra un peu focalisera tout à l'heure plus particulièrement sur les modalités qui ont été prises en compte dans l'analyse Cister, donc dans le cadre du projet qui avait été réalisé il y a 2 ans.
Donc au niveau, en ce qui concerne le défanage, on a des alternatives qui sont quand même relativement diversifiées depuis plus ou moins longtemps, donc avec des perfectionnements ou des nouveautés qui sont apparues plus récemment. La méthode relativement ancienne et qui est quand même déjà bien développée, d'ailleurs elle entre dans l'itinéraire de référence, hein, donc de la ferme type, donc qui va être prise en compte, c'est l'utilisation du broyage, donc pour lesquels les constructeurs ont fait preuve également de pas mal d'innovations depuis quelques années pour améliorer la qualité de broyage sur les sommets de butte pour dégager bien les fans, et donc rendre plus facilement traitable le reste de végétation à la sommet des buttes, mais également pour augmenter les débits de chantier, donc moyennant également la mise en œuvre d'une puissance de traction adaptée, donc la possibilité de travailler avec des vitesses d'intervention plus importantes grâce à des broyeurs qui permettent aujourd'hui d'aller jusqu'à des défanages simultanés mécaniques, donc de 6 rangs à la fois. En ce qui concerne le broyage, donc là, c'est un scénario qui va être repris tout à l'heure. On a notamment retravaillé également donc, sur la combinaison broyage plus traitement localisé sur les rangs. Puisque là, lorsque les conditions de végétation sont peu poussantes, que l'on a des variétés sénescentes, quelquefois le broyage peut suffire à lui-même pour assurer une destruction de la végétation, mais la plupart du temps, il y a quand même des traitements complémentaires qui sont intéressants pour éviter les reprises de végétation. Donc là, le traitement localisé donc, qui a pu être testé pendant quelques années a montré globalement qu'on avait quand même une assez bonne efficacité, avec également des possibilités de réduction de dose donc pour améliorer, limiter les reprises de végétation sur les variétés, notamment les plus robustes ou les plus tardives au moment de l'action du défanage. Ça pouvait être un plus pour l'application d'une solution de biocontrôle au défanage, en limitant la dose, mais en gardant une dose forte au niveau des tiges, hein, donc, puisque là, la plupart du temps, lorsqu'on travaille en application localisée, on va diviser la dose de produit par 2, puisque la surface de traitement est également divisée par 2. Et donc là, on a pu également, par contre, visualiser des petits soucis techniques donc au niveau de roulage simultané, notamment sur l'utilisation plutôt de produits de contact, donc là où le roulage pouvait pénaliser l'efficacité des produits. Autre solution donc là qui est également très ancienne, hein, les premières défaneuses thermiques qui avaient été utilisées donc remontent quasiment à l'après-guerre, hein, donc là j'ai mis des photos couleurs quand même, donc avec des modèles plus récents, mais donc c'est une pratique qui existe avec relativement peu quand même de modèles développés aujourd'hui. Les principaux résultats qui ont pu être obtenus à l'occasion des tests qu'on a pu faire les années passées montrent que la plupart du temps, l'efficacité de défanage est en lien quand même direct avec la vitesse d'avancement de la machine dans le couvert. Et donc, si on va avoir un effet choc le plus important, on a intérêt à ne pas avancer trop vite pour vraiment avoir cet effet important sur la destruction des cellules. Donc là, quels que soient les modèles utilisés, ce sont le type de résultats que l'on avait pu obtenir.
autre matériel mécanique qui a été testé avec des modèles différents, donc différents types de modèles d'arrachage de fans, donc qui supposent la plupart du temps, hormis dans le cas de variétés à port bien dressé et à végétation pas trop luxuriante, donc là où on pourrait intervenir en direct avec ce type de machine dans les parcelles, la plupart du temps, il faut quand même procéder à un broyage préalablement à l'action de ce matériel. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents systèmes qui sont utilisés. Ce que l'on peut dire également, c'est que le modèle Envimax sur lesquels on avait travaillé donc là, dans le cadre du projet, montrait également une très bonne efficacité pour obtenir une destruction complète de la végétation en un seul passage, avec quand même effectivement des petits bémols lorsque l'on avait des sols peut-être un peu légers et donc des buts qui avaient tendance à être un petit peu perturbés par le passage de l'engin. Surtout si on mettait en œuvre également sur ce matériel les matériels dispositifs coupe-racine qui équipent également l'arrière de la machine, mais qui peuvent être amovibles si ce n'est pas nécessaire de les utiliser. Autre matériel, donc plutôt là complètement innovant, qui est rentré dans les possibilités, donc là plutôt de travail et donc qui sont juste en cours de développement. Donc les matériels donc qui proposent un défanage électrique, hein, donc on électrocute les plantes. Donc là, bon, au départ, les premiers tests ont quand même cherché à voir si c'était quand même efficace pour parvenir à la destruction de la végétation. On y arrive à détruire la végétation avec ce type d'équipement, alors plus ou moins facilement en fonction de la robustesse des plantes. On s'aperçoit que sur des végétations, si on n'intervient pas également par un broyage préalable, il peut y avoir intérêt à faire un double passage pour avoir une destruction un petit peu plus rapide, mais c'est une technique qui marche dans la destruction de la végétation de pommes de terre. Donc là, les premiers tests et donc, qui ont été faits sont faits avec la société Zasso, donc, qui a innové la première sur ce type de matériel. On a poursuivi également des tests l'année dernière, donc avec des résultats également très satisfaisants, donc sur le système CropZone, donc qui associe défanage électrique et pulvérisation préalable d'un électrolyte, donc un adjuvant et un sel qui vont faciliter l'action d'électrocution donc derrière la machine et donc qui permettent à ce moment-là de travailler avec des vitesses d'intervention plus importantes et des largeurs également, des puissances électriques plus faibles, d'où la possibilité également de travailler sur des largeurs d'intervention plus importantes. Donc là, je vais repasser la main à Coraline pour la suite. Donc là, elle va nous évoquer parmi l'ensemble de ces matériels, donc les solutions qui ont été prises en compte dans le cadre du projet Compot, donc qui est arrivé à échéance il y a déjà quelques mois. Pour vous décrire ensuite les résultats des principaux indicateurs hors que techniques, donc qui ont pu être présentés préalablement également dans d'autres réunions. Et donc là, je vous ai fait une petite synthèse très rapide. Je te laisse la main, Coraline. Oui, j'ai repris la main et la parole. Je n'ai pas remis ma caméra pour maximiser les chances de rester avec vous pour faire ma présentation en entier comme prévu. Donc oui, je vais redétailler les quelques hypothèses qu'on a prises pour ces différentes solutions de défanage. Et donc, je commence par repréciser la pratique qu'on a prise comme référence. Une pratique comme référence un peu plus spécifique aux débouchés industrie, pommes de terre industrie.
où donc on réalisait un broyage défan le 15 août et s'en suivait le lendemain une application de défanant en plein sur la parcelle entière avec 1 litre de spotlight. Et donc ensuite les 4 solutions qu'on a étudiées dans le projet. Donc la première, c'était le passage d'un broyeur équipé avec une roule-butte et un pulvérisateur localisé. Et donc grâce à ce pulvérisateur, on appliquait le Spotlight Plus, mais en demi-dose, donc 0,5 litres par hectare. Donc tout ça réalisé en un seul passage, alors qu'auparavant, dans la pratique de référence, on avait deux passages successifs pour le défanage. Ensuite, on arrive sur les pratiques mécaniques. La première pratique mécanique, c'était le défanage mécanique, avec passage d'un tracteur équipé à l'avant d'un broyeur de fan et à l'arrière d'un arracheur de fan. On a pris l'hypothèse que c'était réalisé par une entreprise de travaux agricoles, car c'est un matériel quand même relativement coûteux et pas forcément très répandu. Et du fait que les fans soient totalement détruites lors du passage du défaneur mécanique, on avait supprimé le dernier fongicide parce que le risque mildiou n'est plus présent. Troisième levier étudié, donc le défanage thermique. Donc on a intégré le passage d'un défaneur thermique qui était alimenté par le combustible du fuel, autour de 1 litre par hectare de combustible, et cette opération a été réalisée par une ETA. Et pour finir, le dernier levier étudié, c'était le passage d'un défaneur électrique. Donc là, on était sur un défaneur électrique du type X-Power, où on n'a pas d'application d'électronique, c'est simplement générateur et les plaquettes applicatrices. Et de même, on a simulé cette intervention comme quelque chose qui était réalisé, comme une opération réalisée par une entreprise de travaux agricoles. Donc, comme ça, notamment parce que quand on en discutait il y a à peu près 2 ans, c'était des techniques qui étaient encore assez innovantes et peu répandues. Des machines qui n'étaient pas possédées qui étaient encore en phase de test. Donc, si on regarde pour une dernière fois le temps de travail de ces différents leviers, donc le temps de travail à la parcelle, je le rappelle. Donc, lorsqu'on substitue le broyage puis application en plein de défanant par un passage de broyage en roule-butte et spotlight, le temps de travail est quasiment inchangé. De nouveau, on supprime simplement une application de fongicide. Donc, c'est une opération qui a un débit de chantier important, donc ça induit peu de variations sur les temps de travaux. Ensuite, pour ce qui est du défanage mécanique, là, on gagne en débit de chantier, ce qui permet une réduction du temps de travail. Idem pour le défanage thermique. On gagne en débit de chantier. Donc, pour quantifier un peu la chose, dans le scénario de référence, le broyage de fan seul, c'était un débit de chantier d'1 hectare à l'heure, puis on avait le passage de pulvérisateur autour de 15-16 hectares à l'heure. Là, dans notre premier scénario, broyage et application localisée de défanant, on était toujours sur un débit d'à peu près 1 hectare à l'heure. Lorsqu'on a un défanage mécanique, on a un débit un tout petit peu augmenté, 1,1-1,2 hectares à l'heure. Le défanage thermique, on était sur des hypothèses un peu plus élevées, 1,5 hectare à l'heure. Et pour finir sur le défanage électrique, on était sur une hypothèse de 0,9 hectares à l'heure, d'où une augmentation quasiment imperceptible du temps de traction. Donc voilà pour cette partie-là. Si on regarde à présent les IFT, donc là uniquement les IFT conventionnels, donc les IFT traitement de semences, herbicides, fongicides ne varient pas. Il y a uniquement l'IFT défanant qu'on va regarder varier. Donc, en passant du scénario de référence au scénario avec broyage et application localisée, on diminue de moitié l'IFT défanant, ce qui fait une diminution de 3% de l'IFT total. Donc, on a appliqué à demi-dose le défanant.
Ensuite, pour les 3 autres leviers, donc on n'a plus d'IFT et défanant parce qu'on a uniquement des solutions mécaniques. Donc voilà, une baisse de 6% de l'IFT total. Et pour ce qui est du défanage mécanique, je vous avais indiqué tout à l'heure qu'on avait pris l'hypothèse de supprimer la dernière application de fongicide, la dernière application qui se fait avant la récolte. Donc, ce qui permet de réduire aussi légèrement l'IFT fongicide donc de 1 point. Et donc, qui permet une baisse de 12% de l'IFT total. Ensuite, on va observer les tendances assez similaires pour la partie charge en intrants. Donc voilà, je passe assez rapidement parce que c'est des tendances très similaires à ce qu'on observait pour l'IFT. On diminue de moitié les charges en intrants défanants en passant de la référence au premier scénario. Donc voilà, une baisse de 1% des charges. Et la baisse il n'y a plus de charges en défanant, les charges sont nulles pour tous les autres scénarios où des moyens mécaniques ont été mis en œuvre. Mais justement, c'est intéressant de regarder les charges de mécanisation parce que là, on a une évolution qui est fortement visible. Donc, en passant, si on regarde l'évolution du scénario de référence vers notre premier scénario avec broyage et application localisée, donc on augmente légèrement les charges de mécanisation car il y a une modification du parc matériel. On est passé d'un broyeur de fan simple à un matériel de pulvérisation classique à un outil qui combine broyeur de fan. Il y a une option pour rouler les buts et une option pulvérisation localisée. Donc voilà, les charges de ce matériel augmentent. Ensuite, pour les 3 scénarios suivants, défanage mécanique, thermique et électrique, les charges augmentent et c'est en réalité une augmentation liée à la facture de l'entreprise de travaux agricoles. Et donc, ce sont des opérations relativement coûteuses. Pour vous donner les hypothèses qu'on avait prises, le défanage mécanique, c'était de l'ordre de 200 € par hectare pour le passage sur la parcelle, un passage sur la parcelle. Le défanage thermique, on est autour de 250 € par hectare, qui comprend aussi le combustible. Et pour ce qui est du défanage électrique, on avait une estimation autour de 140 € par hectare lorsqu'on avait fait les simulations, ce qui a pu évoluer maintenant que les modalités de réalisation se sont précisées pour cette technique. Et donc, finalement, si on regarde l'impact de ces différentes variations de charge sur la marge nette, donc finalement, pour notre premier levier, broyage plus application localisée défanant, la réduction des charges en intrants et l'augmentation des charges de mécanisation se compensent. Donc, on a une variation de moins d'1% des marges, donc assez peu de changements. Pour ce qui est du défanage mécanique et thermique, là, on a une baisse des charges car les augmentations de charges de mécanisation sont supérieures à l'économie de charges en défanant. Donc voilà, une légère baisse de marge. Et pour ce qui est du défanage électrique, où le prix de la prestation était un peu moindre, on a à peu près une compensation entre la hausse des charges de mécanisation et la baisse des charges en intrants. Donc, pour terminer, je reviens sur la partie émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme pour la plupart des scénarios, on a une variation très faible pour les leviers broyage et application localisée de défanant, défanage mécanique et défanage électrique, très peu de variations de consommation de carburant, donc un impact assez faible en émissions de gaz à effet de serre. Là où c'est notable, c'est pour le scénario de défanage thermique. Donc on avait une petite augmentation de consommation de carburant liée à l'utilisation de la machine, mais c'est surtout la consommation de combustible pour alimenter le défaneur thermique qui est notable. On a pris une hypothèse de 100 litres de combustible par hectare, donc voilà, ça augmente nettement la consommation de combustible, et là, ça a un impact donc, de plus de 5%, de 8%.
d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est notable pour cette culture de la pomme de terre. Et donc, on va regarder une dernière fois la petite synthèse des différents leviers étudiés pour cette partie des fanages. Donc, ce qu'on voit directement, c'est que pour tous les leviers, on maintient le temps de traction, voire même on le diminuerait. Ce qui n'apparaît pas là dans mes valeurs, c'est que certaines opérations sont réalisées par des entreprises de travaux agricoles, donc ça libérerait du temps pour l'agriculteur probablement. Ensuite, voilà, les IFT sont globalement améliorées, les charges en intrants diminuent, mais par contre, les charges en mécanisation augmentent, et ce qui induit une diminution des marges nettes ou au moins un maintien. Donc, pour laisser du temps aux questions, je vais passer rapidement sur quelques mots de conclusion. L'étude que nous avons réalisée dans ce projet a permis de faire ressortir les points forts et les points faibles des différents leviers étudiés. Donc, à garder en tête que là, l'application des leviers que nous avons réalisés, c'était pour un cas type basé dans les Hauts-de-France. Donc voilà, c'est une application très précise à un itinéraire type dans un contexte donné. Malgré tout, ce chiffrage des gains et des pertes sur les indicateurs techniques, économiques et sociaux permettent quand même de juger de la faisabilité ou de l'acceptabilité des leviers. Globalement, on voit que la mise en œuvre de ces différents leviers permet généralement une réduction de l'emploi des produits phytosanitaires, ce qui permet à la fois une réduction de l'IFT et une baisse des charges en intrants. Par contre, cette réduction de l'emploi de produits phytosanitaires s'accompagne souvent d'une augmentation de la mécanisation, ce qui implique soit un rééquipement en parc matériel pour l'exploitant ou l'appel à une entreprise de travaux agricoles qui est conditionnée par la disponibilité de l'entreprise. Donc finalement, le temps de travail a tendance à réduire, mais c'est variable selon si la mécanisation est renforcée ou si on arrive simplement à réduire les interventions au champ, comme ça peut être le cas dans la gestion du mildiou. Enfin, les marges évoluent de façon variable. Voilà, elles sont globalement améliorées pour ce qui était des leviers mildiou. Ça varie plus selon les leviers pour ce qui est de la gestion des adventices et le défanage. Et enfin, pour la partie impact environnementaux qu'on a regardé grâce à l'indicateur émissions de gaz à effet de serre, on a globalement un maintien des émissions ou une augmentation, mais qui reste minime. Donc voilà, j'ai fini de vous partager les résultats qu'on souhaitait vous diffuser. Écoutez, à bientôt et bon après-midi, bon appétit et bon après-midi à vous. Au revoir.